réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Alors, il y a beaucoup de nouvelles dans l'actualité aujourd'hui. On le sait, ça a commencé ce matin avec ce qui s'est produit sur le pont Jacques-Cartier. L'école Bedford, le dossier a rebondi aussi également. On a continué de parler de laïcité, bien sûr, et même l'heure d'été est un enjeu. Donc, on est plein de nouvelles, mais il y en a une qui est très importante et qu'on a peut-être un peu passé sous silence. Et c'est une nouvelle que nous a apprise le journaliste de Radio-Canada, Thomas Gerbet, ce matin. C'est à propos du dossier de Nordvolt. Alors, on apprend que Québec, le gouvernement du Québec, pourrait devoir céder des sommes données en garantie pour tenter de sauver la multinationale Nordvolt, qui, on le sait bien, est en grande difficulté financière. Alors, il y a une source anonyme qui est citée dans l'article et qui dit écoutez, le Québec contribue à sauver une entreprise étrangère, Nordvolt, et d'aider les actionnaires de Goldman Sachs. Ça, c'est un beau projet de société. Alors, évidemment, tout ça est dit d'un ton très ironique. Alors, que penser de tout ça? J'aurais aimé en parler avec la ministre de l'Économie, Christine Fréchette. Elle a malheureusement décliné la demande d'entrevue. Alors, on reçoit avec plaisir le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay. Monsieur Tanguay, bonjour. Bonjour, M. Quentin. M. Tanguay, comment vous avez réagi en prenant connaissance de la nouvelle de Radio-Canada ce matin? Ben, je me suis dit, encore une fois, Nordvolt, puis encore du négatif autour de Nordvolt. Rappelez-vous, il y a presque un an, jour pour jour, en septembre de l'an passé, François Legault disait littéralement, c'est le deal du siècle. Ce qu'on a appris, c'est que finalement, la maison mère avait de graves enjeux financiers, qui allait avoir du retard. On ne sait toujours pas, M. Quentin, le retard de 2026, est-ce que c'est 1 an, 2 ans qui nous amènera en 2028? Pierre Fitzgibbon, avant de se faire démissionner par François Legault, avait dit que ça pourrait être un retard supplémentaire de 2 ans. Alors, on ne sait toujours pas le projet Nordvolt au Québec, quand il verrait le jour. On ne sait toujours pas l'électricité. La ministre a dit on est en train de renégocier le séquençage. Autrement dit, est-ce qu'on peut reprendre de l'électricité parce qu'ils sont en retard puis le donner à d'autres? Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que l'actionnaire Goldman Sachs, qui est un créancier de la maison mère, court lui aussi après l'argent. Puis qu'est-ce qu'il a vu, M. Quentin, au Québec? Hey, au Québec, les Québécois nous donnent des centaines de millions. Allons-y voir si on ne pourrait pas mettre la main là-dessus. Et pendant ça, là, M. Tanguay, je pense que le gouvernement fédéral, lui, est complètement libre d'appel à des rappels de créances comme ça. Il est complètement libre. On a mis, M. Quentin, au moment où on se parle de Québec, les Québécoises et Québécois, de l'argent des payeurs de taxes, on a mis 710 millions dans Nordvolt. Imaginez-vous, le fédéral a mis 0. Et quand j'ai questionné François Legault, comment vous avez négocié ça avec le fédéral pour que la séquence de paiement, eux autres, qui n'embarquent pas, il a accusé le fédéral qui avait finalement pas signé un bon deal. Alors, bon, le deal n'était pas si bon que ça. J'ai posé la question parce qu'aussi, on apprend, M. Quentin, c'est malheureux, mais on est obligé de sortir l'information par des sources journalistiques. On a appris il y a 3 semaines qu'un autre 300 millions allait être payable. J'ai posé la question il y a 3 semaines à François Legault. C'est vrai qu'en plus du 710, il va falloir donner un autre 300 millions? Il a dit oui, sous 2 conditions. Qu'il complète le financement et qu'il commence à construire, puis on va le payer. Cet après-midi, en chambre, il s'est dédié. Cet après-midi, François Legault a dit non, on ne donnera pas le 300 millions. Et là, malheureusement, la ministre Fréchette a corrigé le tir et a dit oui, on va le donner, le 300 millions. C'est à n'y rien comprendre. Puis François Legault... Attendez un peu, M. Tanguay, là. Vous êtes en train de nous dire que M. Legault et Mme Fréchette ont dit des choses différentes aujourd'hui en Chambre à propos du dossier de Nordvolt. François Legault a affirmé en Chambre que le 300 millions, je le cite, pas une scène de plus. Au-dessus du 710 millions, pas une scène de plus. J'ai dit le 300 millions avec les 2 conditions, vous n'allez pas le payer. Il a dit, écoutez-moi, pas une scène de plus. Après la période de questions, le cabinet de la ministre Fréchette a dit, s'il commence à construire, on va le payer, le 300 millions. Alors même là-dessus, là, on est dans le limbo, dans le noir le plus complet. Puis c'est l'argent des Québécois qui est à risque, malheureusement. Bon, en Chambre aujourd'hui, M. Legault a été assez clair là, à propos de l'article de Radio-Canada. Il a un peu torpillé l'article. Il a dit, c'est pas vrai, on n'ajoutera pas d'argent dans Nordvolt et on n'enlèvera pas de garantie qu'on a déjà dans Nordvolt. Est-ce que vous y croyez?
Que vaut la parole de François Legault, notamment dans ce dossier-là, puis je ne parle pas de tous les autres dossiers. L'article du journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada cite plusieurs sources autour du gouvernement, au sein du gouvernement, des gens qui sont au fait du dossier et qui le disent que c'est en train d'être négocié. Autrement dit, quand la ministre confirme une chose, on est en train de négocier dans le dossier de Northvolt, elle négocie forcément avec Goldman Sachs parce que le projet est sur le stop tant qu'ils n'auront pas réussi à trouver le financement. Et autre source journalistique, Patrice Bergeron de la presse canadienne. J'ai souligné ça, nous a appris dans son article, une source proche du dossier a confirmé que la ministre Fréchette aurait donné son accord de principe à octroyer des garanties à Goldman Sachs. Alors là, on apprend tout ça au compte-gouttes par des sources journalistiques. François Legault, ce qu'il trouve de plus intelligent à dire, c'est de contester le travail professionnel des journalistes puis de contester les sources. Alors, il n'y a que lui qui a raison, puis tous les autres qui parlent ont tort. M. Tanguay, est-ce qu'on devrait tirer la plug sur Northvolt? Écoutez, moi, je pense que là, c'était supposé, puis c'est toujours ça qu'on a dit au Parti libéral du Québec. Il y a un an, là, on a dit, c'est une bonne nouvelle à prime abord, mais on avait plein de questions. Plus on en apprend, plus on se dit qu'on est en train peut-être d'être un peu les dindons de la farce. Une entreprise qui est une jeune pousse, 2016 en Norvège, qui n'a plus suffisamment d'argent pour fonctionner, qui a licencié 1600 personnes, mais qui, là, avec la filière, le projet québécois, voit de l'argent à coups de centaines de millions qui vient les aider financièrement. Alors, nous, là, plus on regarde, là, M. Quentin, plus on a des doutes sur le fait que ça va avoir lieu, mais pire que ça, est-ce que les Québécoises et Québécois vont les perdre, ces centaines de millions de dollars-là? Ça, là, c'est notre très grande préoccupation. Comment vous expliquez, si c'est le cas, si ce projet-là ne voit pas le jour, comment vous expliquez qu'on soit tombé là-dedans? L'annonce était grandiose, M. Quentin. Il y avait un écran géant. Il y avait le fédéral, il y avait Pierre Fitzgibbon, il y avait François Legault, il y avait Northvolt, avec les grands sourires. Et François Legault disait, je le cite, « C'est pour ça, moi, des journées comme ça que je fais de la politique. Grand jour pour le Québec. » Pour lui, c'était le projet du siècle. Alors, ça aurait été une vitrine politique d'un gouvernement qui se prétend le gouvernement de l'économie, mais qui finalement n'a pas été capable d'attacher une bonne entente. Et en ce sens-là, malheureusement, il joue au casino avec l'argent des Québécoises et des Québécois. Là. Merci beaucoup, M. Tanguay. Au plaisir, M. Quentin. Bonne journée. Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral. Vous l'avez entendu à propos du projet de Northvolt. Je vous le rappelle, on aurait aimé recevoir à l'émission la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, mais elle a décliné notre demande d'entrevue. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le dossier de l'école Bedford à Montréal, dossier mis au jour par notre journaliste Valérie Leboeuf, fait toujours couler autant d'encre et se complexifie également. Plus tôt aujourd'hui, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a annoncé qu'il suspendait le brevet d'enseignement des 11 enseignants visés dans l'enquête, et ça pour toute la durée des travaux. Le ministre Drainville est avec nous. Monsieur Drainville, bonjour. Monsieur Quentin, bonjour. Monsieur Drainville, ça veut dire quoi, ça, suspendre les brevets d'enseignants? Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus enseigner dans une école québécoise. Est-ce qu'ils sont payés? Oui, ça, je sais que ça agace beaucoup de gens. Je vous dirais pas que ça m'agace pas un peu, mais les jugements des tribunaux là-dessus sont très, très clairs. Dans le cas d'une suspension administrative, comme c'est le cas, ils doivent être rémunérés. Moi, j'ajoute à la suspension administrative, dis-je, du centre de service, la suspension du brevet. Alors, les gens, certains se demandent, ouais, mais ça change quoi? Ça change que quand ils n'ont plus de brevet, ils ne pourraient pas, mettons, se pousser d'un centre de service pour aller enseigner dans un autre centre de service. Ils ne peuvent plus enseigner dans une école québécoise le temps que l'enquête sur le fond se termine. Même dans une école privée? Faudrait que ce soit une école privée non subventionnée. Là, à ce moment-là, c'est une école privée. Fait que ça appartient aux écoles, mais une école privée subventionnée est assujettie à la règle en question. Ouais. OK. Là, ils sont suspendus. Cette suspension-là va durer le temps de l'enquête. Une enquête comme celle-là, ça prend combien de temps? Est-ce qu'ils sont suspendus 2 mois, 3 mois, 6 mois jusqu'à la fin de l'année scolaire? On ne le sait pas.
faut laisser les enquêteurs faire leur travail en toute indépendance. Évidemment, on espère que ce ne sera pas trop long, mais je ne peux pas vous en dire plus. Tout commentaire pourrait être interprété comme une forme de pression sur le comité. Alors, on va les laisser faire leur travail. Et le comité, il fera des recommandations sur leur possibilité d'être réembauchés ou c'est vous qui aurez la décision entre vos mains à la suite du dépôt du rapport? Le comité va établir s'ils ont commis une faute grave dans l'exercice de leur fonction d'enseignant ou s'ils ont porté atteinte à la dignité de la fonction enseignante. Et à ce moment-là, ce sera à moi de décider, est-ce qu'on maintient sans condition, est-ce qu'on maintient avec condition, est-ce qu'on suspend pour une durée ou est-ce qu'on leur retire carrément le brevet. Puis évidemment, le constat ou la conclusion du comité d'enquête va me guider dans ma décision. OK. Sûr. Et donc, c'est une décision du ministre. C'est vous, au bout du compte, qui allez trancher. Oui, vous avez absolument raison. OK. Vous étiez à Tout le monde en parle dimanche soir. L'entrevue a été regardée par beaucoup de gens. Vous avez parlé à ce moment-là d'un conflit idéologique à l'école Bedford. Aujourd'hui, est-ce que je me trompe ou votre patron, le premier ministre Legault, va encore un peu plus loin là, dans la lettre qu'il a écrite aux Québécois? Il dit que ce qu'il dénonce, ce qu'il trouve très dérangeant, c'est cette tentative d'un groupe d'enseignants d'introduire des concepts religieux islamistes dans une école publique. Ben, écoutez, moi, ce que j'ai, la posture que j'ai adoptée depuis le début, certains m'en ont fait le reproche, mais ça ne me dérange pas. Moi, j'ai décidé d'être très prudent et de me coller aux faits qui étaient établis dans le rapport d'enquête que j'avais moi-même commandé. Et dans les entrevues que j'ai données, Philippe, depuis le tout début, j'ai toujours nommé des comportements religieux qui étaient rapportés dans le rapport. Par exemple, une enseignante qui, devant une étudiante inanimée, se met à prier. J'ai parlé évidemment des pressions qui ont été faites en provenance de la mosquée environnante. J'ai parlé du fait que les cours de sciences d'éducation sexuelle n'étaient pas donnés. On a parlé évidemment de ces jeunes filles qui ne pouvaient pas jouer au soccer. J'ai parlé, à Tout le monde en parle, de ce professeur qui a fait ses ablutions, donc qui s'est purifié avant de faire la prière devant ses élèves dans sa classe. Alors, j'ai toujours nommé les comportements religieux, mais j'ai fait attention de poser la question de la laïcité sans affirmer qu'il y avait un enjeu de laïcité parce que le fond du rapport ne me disait pas ça. Le rapport disait il y a un conflit d'idéologie, mais il ne parlait pas de conflit religieux ou d'enjeu de laïcité. Or, aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire qu'il y a un enjeu de laïcité parce que les membres du comité d'enquête, dans l'avis qu'ils m'ont donné, donc l'avis qui a mené à la suspension des brevets, établissent que la loi sur la laïcité, les principes de laïcité dans cette école-là ne sont pas respectés. Et donc, je me sens légitimé, Philippe, de le dire ça. Vous me suivez? Oui, je me sens légitimé de dire, écoutez, là, c'est avéré, les membres indépendants d'un comité d'enquête ont vu la preuve documentaire, ils en tirent cette conclusion, donc je me sens autorisé d'aller là. Et donc, ça pose la question à partir de ce moment-là, quels sont les gestes qu'on doit faire, qu'on doit poser pour s'assurer que la laïcité dans cette école-là soit respectée, mais aussi possiblement dans d'autres écoles où la laïcité ne serait pas respectée. Par exemple, je ne conclus pas, mais par exemple dans les 3 autres écoles où on a envoyé des enquêteurs. Dites-moi, M. Drainville, évidemment, la décision de conserver votre confiance en la directrice du Centre des services scolaires de Montréal, Isabelle Gélinas, a été critiquée notamment par des partis d'opposition, vous le savez fort bien. Pourquoi vous avez décidé de la garder en poste? Pourquoi ne pas l'avoir congédiée? Parce que j'ai la conviction que c'est la meilleure personne pour faire le travail actuellement. Vous savez, le Centre de services scolaires de Montréal, c'est le plus grand centre de services scolaires au Québec. Ils ont vécu une grande période de turbulence pendant plusieurs années, années de turbulence qui ont culminé avec la mise en tutelle du Centre de services scolaires de Montréal. Isabelle Gélinas est arrivée en 2022, il y a à peu près un petit peu plus que 2 ans de ça. Et depuis ce temps-là, elle mène une opération de redressement au sein de ce centre de services scolaires qui en a grand besoin. Alors,
Moi, je veux travailler avec elle. Elle est de bonne volonté et elle est déterminée. On lui a donné tous les outils pour réussir. Puis là, évidemment, on s'attend à ce que les mesures correctrices soient mises en place dans la foulée, notamment du plan d'action qui va être déposé par les accompagnateurs d'ici la fin du mois de novembre. Alors, Philippe, j'ai entendu les critiques et tout ça, là, tu sais, mais à un moment donné, tu peux pas juste te gouverner à partir des Non, mais des moi, critiques. ce que je trouve embarrassant un peu, M. Drainville, là, c'est que quand Valérie Leboeuf, notre journaliste que vous connaissez bien, puisque vous avez travaillé ici durant de nombreuses années, a sorti cette histoire-là, Isabelle Gélina a été interrogée. Elle a été interviewée sur nos ondes et elle a vraiment minimisé la situation que révélait Valérie Leboeuf en disant « c'est pas vraiment ça que nous, on entend ». Puis on sentait qu'elle voulait un peu balayer tout ça sous le tapis. Et je pense que c'est ça, avec le recul, qui choque beaucoup de gens. C'est possible. C'est possible, puis vous avez raison de le dire. Maintenant, la position de Mme Gélina a évolué au fur et à mesure où elle a obtenu l'information qui démontrait que le problème n'était pas réglé. Et la question, en fait, qui sous-tend votre question, c'est pourquoi est-ce que c'était si compliqué, si difficile d'avoir une information juste sur ce qui se passait à Belford? Et moi, je formule l'hypothèse, Philippe, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de parler. Parce que notamment les enseignants là, du camp minoritaire, là, dont on parle abondamment dans le rapport et qui avait fait, évidemment, qui avait été abondamment cité par Valérie dans ses reportages, ces enseignants qui se sont opposés au camp dominant, là, ils ont fini par quitter de guerre lasse, épuisés, découragés, que personne n'agissait. Alors que eux, ils étaient à l'interne, puis ils se battaient. C'était pas justement le rôle du Centre des services scolaires de constater ça, de s'interroger tout à coup pourquoi tous ces gens-là partent? Oui, c'était le rôle du Centre de services scolaires. C'était aussi le rôle de la direction des directions d'école, parce que il y a eu, là, si je ne m'abuse, c'est 9 directeurs ou directrices adjointes qui ont quitté, qui sont passés par l'équipe Bedford, par l'école Bedford et qui ont fini par quitter. Là. En 7 ans, 9 directions d'école. Et je me pose la question, pourquoi, par exemple, le ministère de l'Éducation n'a jamais reçu de plainte de ces directions d'école? Pourquoi le ministère de l'Éducation, Philippe, n'a jamais reçu de plainte de ces enseignants qui se battaient contre le camp dominant parce qu'ils en avaient, ils pouvaient pas accepter les méthodes rétrogrades puis les gestes posés qui mettaient à mal la sécurité physique et psychologique des élèves. Pourquoi on n'a jamais eu de plainte? Pourquoi il n'y a personne du Centre de services scolaires qui, pendant toutes ces années, n'a formulé de plainte au ministère de l'Éducation? Alors moi, je formule l'hypothèse, parce que je ne pense pas que les gens dans le milieu de l'éducation sont des mauvaises personnes. Là. Moi, je pense que la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de plainte au ministère de l'Éducation, c'est que les gens avaient peur. Puis quand vous lisez le rapport, là, c'est vrai que c'était peurant. À un moment donné, il y a une direction d'école là, qui décide de mettre ses culottes, si vous me permettez l'expression, qui entame un processus pour, aider un des enseignants du clan dominant à améliorer son enseignement. OK? Ben, qu'est-ce qui arrive? Les 11, ou peut-être, ce jour-là, ils étaient 11, se mettre ensemble, puis il y en a un qui va chercher le directeur, puis ils l'attendent dans un coin de l'école, puis ils lui disent « Écoute bien, toi, oublie ça, ça n'arrivera pas. Genre, c'est pas toi qui es boss dans cette école-là, c'est nous autres. Et puis si tu veux faire des reproches à notre collègue, là, ben ça fonctionnera pas, puis tu vas les retirer, tes reproches. » Ben, quand tu vis dans un climat comme celui-là, Philippe, ça se peut qu'à un moment donné, tu te dises « Je vais-tu vraiment faire une plainte? Je vais-tu prendre le risque de me les mettre à dos, puis possiblement de subir encore plus d'intimidation, sinon de menaces de représailles? » Alors, c'est l'hypothèse que je formule. Je n'ai pas de réponse complète à vous donner là-dessus, Philippe. Il faut que je sois très honnête avec vous, mais je ne peux pas croire que pendant toutes ces années-là, tous ces enseignants, toutes ces directions d'école et tous ces administrateurs étaient tous de mauvaise foi puis ne voulaient pas le bien des élèves de Bedford. Je ne crois pas ça une maudite minute. Alors, à un moment donné,
tu en viens à la conclusion. Puis honnêtement, je vous connais. Je suis sûr que vous l'avez lu, le rapport. Vous admettrez avec moi que c'est une hypothèse qui est vraisemblable, l'hypothèse de l'intimidation puis de la peur des représailles. Il y a un article assez intéressant dans Le Devoir ce matin. C'est une libre opinion. C'est écrit par un professeur au département des sciences et religions de l'Université du Québec à Montréal. Il s'appelle Frédéric Dejean. Et lui, si je résume un peu son propos, il trouve que dans ce dossier-là, la laïcité a peut-être un peu le dos large. Je vais vous lire un court extrait de son rapport, puis on peut conclure là-dessus, mais je serais curieux de vous entendre là-dessus. Il dit « À lire le rapport fouillé rendu public par le ministère de l'Éducation, il apparaît que bien des problèmes sont avant tout liés à des manquements institutionnels et que des interventions en temps et en heure des autorités compétentes auraient pu faire retomber la pression. » Il y a quand même du vrai là-dedans. Absolument. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il y a eu des manquements, c'est évident. Je vous ai soumis une hypothèse quant aux raisons pour lesquelles il y aurait eu ces manquements. Maintenant, il peut y avoir manquement aux responsabilités des uns et des autres, mais à cela peut s'ajouter aussi, Philippe, des comportements religieux, et il y en a plusieurs qui sont nommés dans le rapport, qui pourraient effectivement relever d'une stratégie concertée pour noyauter l'école au nom d'une certaine idéologie ou croyance religieuse. Donc, on peut avoir les deux, et je pense qu'on a les deux. Merci beaucoup, M. Drainville. Merci beaucoup, Philippe. Lâchez pas. À la prochaine. Merci. Bernard Drainville est ministre de l'Éducation du Québec. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Je vous apprends rien. Le monde est en crise. On a perdu un sens du civisme. Écœuré de subir des petites agressions quotidiennes, de se faire suer à pas recevoir ce qui nous est dû. La caissière, là, qui a pas été assez vite et tout ça, ben elle, je l'ai engueulée, mais je ferai jamais ça avec ma mère, mon père. Non, Catherine, c'est la bande-annonce de En Crise, un documentaire, qui est une série qui s'intéresse à notre manque de patience. Oui, puis c'est le fun de dire En crise sans qu'on se sente réprimandé. Ben voilà, exactement. C'est en toute légitimité qu'on peut se dire. C'est pas de notre faute, hein? C'est pas nous autres qui a trouvé le titre de la série. Non. Sébastien Diaz, le réalisateur, Salut. est avec nous. Bonjour, Sébastien. Bienvenue. Et pour vrai, quand on a commencé à travailler là-dessus, puis je sais pas c'est-tu moi qui ai trouvé le titre? Je sais pas. En tout cas, c'est peut-être Bianca, mais on a dit, imagine qu'on va être rendu à la promo, puis tous les animateurs vont être obligés de dire En crise. Est-ce que ça a été un problème de faire adopter ce titre-là? On pensait, puis zéro. Sauf que c'est la première fois où je tourne un truc dans lequel il y a des scènes de violence et tout ça. T'sais, on a créé entre autres un fight club et tout ça. Oui. C'était très... Puis c'est moi qui fais le montage, puis c'était très violent. Là, on avait des effets spéciaux de maquillage. On était là un peu loin. Puis c'est la première fois que je fais moi, je fais du magazine, du documentaire, là, pas encore de la fiction avec des scènes de violence et tout ça. Puis j'ai dû couper certaines scènes. Des fois, c'était... Peux-tu enlever une seconde? Peux-tu enlever un coup de poing? Puis en échange, tu peux garder un sac plus tard, j'allais le dire. Mais donc, il y a eu comme de la négo comme ça, mais je comprends aussi, c'est un sujet un peu dérangeant. Pourquoi vous aviez envie de parler de cette colère collective d'être en crise? Ça fait combien de temps? 40 minutes que l'émission a commencé, puis ça fait 40 minutes qu'on parle d'un sujet qui a rendu tout le monde en beau. D'ailleurs, c'est un beau stunt ce matin que vous avez fait. Écoute, ça nous a pris la nuit se rendre là, tout ça. On dirait que ça pouvait pas mieux tomber. Mais tu sais, c'est drôle, j'arrête pas de dire à ma blonde, c'est drôle la série va être en ondes une semaine et demie à peu près avant les élections américaines. Tu sais, j'ai l'impression que toute la colère des quelques dernières années converge vers le début novembre. Depuis la pandémie aussi. Ouais, c'est comme si tout s'en allait vers ça, puis notre série sort, on dirait, au bon moment. Il y a quelque chose dans l'air du temps, puis même dans les petites colères du quotidien et dans le sociétal, on dirait qu'à tous les niveaux, il y a quelque chose qui va péter. Êtes-vous capable de déceler pourquoi on est rendu comme ça? Parce que j'ai vu 2 des épisodes, je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent que malheureusement j'ai pas pu tout voir, j'ai vu les 2 premiers, mais tu sais, je me dis, au bout, est-ce qu'on comprend pourquoi on en est rendu aussi en colère? Il y a des pistes de solutions parce que c'est un problème qui est plus grand que nous et plus grand que tous nos intervenants. Tu sais. Mais c'est intéressant, il y a Jean-Philippe Warren, puis j'ai pas pu le mettre, qui est sociologue, mais je manquais de temps dans le montage, mais je me suis dit, après coup, j'aurais dû le garder. Il dit, on dirait que notre société, sociologiquement parlant, on est rendu à l'adolescence. Puis à l'adolescence, qu'est-ce qu'une société, un ado veut faire?
il se braque contre ses parents, mais contre tout ce qu'on lui a enseigné aussi, contre toutes les valeurs de la famille. C'est un peu sa job comme adolescent, tu sais. C'est comme si notre société était rendue à cet âge-là. Là, c'est comme si on a mis tout ça en place, puis toutes les promesses qu'on nous a faites, c'est pas tout respecté. Les femmes n'ont pas l'équité salariale. Les profs, là, dans un mois, je pense qu'on tombe en grève d'au moins un mois minimum pour les garderies. Tu sais, tout pète d'un peu partout, puis on se rend compte, on dirait que la maison brûle, puis on a des comptes à nous rendre, peut-être. Mais c'est triste, Sébastien, parce que, tu sais, j'écoutais la bande-annonce tantôt, puis là, on entend quelqu'un qui dit hey, moi, je suis capable d'engueuler la petite caissière, mais je parlerai jamais comme ça à ma mère. Puis je me souviens d'un documentaire qui a été diffusé sur RDS, là, des arbitres de baseball, des arbitres de hockey de 14-15 ans. Là aussi, il y a beaucoup de gens insultés. Mais c'est épouvantable quand tu penses à ça. On dirait que les gens, ils n'ont plus de filtre. Il y a une idée qui me passe à travers la tête, je suis pas content, bang, ça sort, puis la personne, comment ça peut l'affecter, comment elle peut le recevoir, ben c'est là, je m'en crisse. Hein? C'est comme si c'était pas important. Puis on a parlé à un thérapeute de couple, puis il dit disons, le sujet principal pour lequel on me consulte, c'est la colère au sein du couple. Puis il dit, il y a une expression en allemand qui dit « ange à l'extérieur, démon à la maison ». C'est-à-dire qu'à l'extérieur, souvent, on va se montrer. Et c'est à la maison que ça sort le plus. C'est ça qui est étonnant. Fait qu'imaginez si les gens sont en crise en société, imaginez dans le cocon familial, c'est là que ça ressort. Parce que là, on se dit ici, j'ai même plus besoin de faire attention. Toi, Sébastien, ça sort de la maison parce que t'es tellement fin, tellement gentil. Ça se peut pas que tu sois en crise. Non, pas vraiment. J'ai les mêmes petites colères quotidiennes que tout le monde. Puis c'est drôle, c'est ça, les 2 premiers épisodes, surtout le premier commence plus dans le quotidien, mais plus on avance, plus on déborde dans le sociétal. T'sais, on a parlé entre autres parce qu'on a voulu voir est-ce que ça peut servir à quelque chose en même temps cette colère-là. Puis oui, la colère, c'est le contraire de l'anesthésie. C'est une émotion qui nous pousse vers l'action. Fait que si on sait bien s'en servir et se mettre en gang, puis on est allé voir Dominique Chartrand, qui est le fils de Michel Chartrand. Puis lui a grandi en voyant la colère de son père. Puis Michel Chartrand se servait tellement de la colère comme d'un outil puis d'un levier il paraît que le dimanche, tu parlais pas à Michel. Il allait dans son salon, il écoutait de la musique classique, il lisait son journal, puis il fallait pas qu'il parle. Il rechargeait sa batterie pour que le lundi, il reparte, puis il se mette à sacrer devant des foules, puis soulever les passions. Je peux pas m'empêcher, Sébastien, tu travailles avec Bianca de temps en temps, crever en crise. Y a-tu une trilogie qui va finir par ça va être déprimé, le troisième. Non, mais c'était comme une suite logique, on dirait. J'ai l'impression que on est en crise, entre autres, parce qu'on est tous crevés collectivement, parce que le capitalisme a fait en sorte qu'on peut plus vraiment se mettre en crise au travail. On réprime beaucoup aussi, c'est ça, c'est très paradoxal. Autant on le montre qu'on est en crise, autant la société veut nous... Tu sais, un peuple en crise, là, comme ce matin, ben on veut éteindre, peu importe qu'on soit d'accord ou non avec ce qui a été fait ce matin, on veut cacher ça. Tu sais, si on va dans un truc de service à la clientèle, il y a toujours maintenant le petit écriteau qui dit aucune violence ou aucune colère ne sera tolérée. Fait que c'est comme si on nous encourage à extérioriser tout ça. On a dit aux femmes, montrez votre colère, c'est pas vrai que bon. Mais les hommes, on aime moins ça quand ils la sortent, cette colère-là. Je regarde un peu toutes les personnes que tu as interviewées, puis j'ai été particulièrement intrigué par le fait que Bernard Drinville, notre ministre de l'Éducation, participe. On l'a entendu, j'ai reconnu sa voix dans la bande-annonce, puis il dit on manque de civisme aujourd'hui. Ben, en fait, on se disait, qui est le politicien qui mange le plus de bave depuis quelques années puis qui subit le plus la colère quotidienne? On a dit, c'est Bernard. Puis il revient aussi dans l'épisode 4. Puis c'est intéressant parce que Bernard, moi, je me souviens quand il venait, on va se le dire, je l'ai croisé là, c'est un peu grâce à lui et son équipe si je suis ici aujourd'hui. Ben, il venait souvent, Bernard Drinville, puis il nous racontait, je me souviens, à un moment donné, à l'époque, dans ma première vie politique, j'étais le bureau des plaintes. Moi, quand les gens subissaient de la colère, ils venaient me voir parce que j'étais comme le papa un peu, puis je consolais les gens, puis là, je l'ai senti pas affaibli, Bernard, mais je l'ai senti. J'ai l'impression qu'il a mis des limites, en tout cas. Il a mis une digue devant lui. Puis maintenant, je le sens un petit peu plus prompte à bloquer les gens, à réagir peut-être. Mais je suis sûre que ces 2 passages en politique sont marqués de façon très marquée. En fait, je pense qu'il y a une différence entre les premiers mandats qu'il a fait puis les derniers. Il y a dû voir comme la réaction à quel point elle avait changé de la part de la population. Puis incroyable. Puis c'est un homme. Tu sais, Le sexe du pouvoir est sorti récemment, là, je pense aux éditions La Presse, mais donc sur les femmes en politique. Puis il y a une grosse partie du livre qui revient à la colère. Comment les femmes... En fait, évite maintenant la politique, peut-être parce qu'il y a trop de colère ou peut-être parce que cette game-là, justement, est beaucoup menée par la colère. Non, puis le 2e épisode porte là-dessus. Sur vous les faites femmes. un peu le point, justement, parce qu'on le dit souvent, là, cette phrase qui commence un peu à me déranger parce que... Je me dis, ça change jamais. Un homme qui est en colère, c'est un homme qui fait son point puis qui est capable de se démarquer. La fille qui est en colère, c'est une folle. Puis ça, tu sais, je l'ai entendu 1000 fois là, depuis. Là. Puis j'ai l'impression que les perceptions ne changeront jamais à propos de ça. Puis j'aimerais ça. Ben, vas-y. Ben, en fait, c'est pas dans la série, mais c'est Bianca qui, comme actrice depuis toujours, dès qu'elle joue une femme en colère, là, en ce moment, elle joue dans Les Perles à TVA, puis il y a des grosses scènes de colère.
à chaque fois, c'est systématique. Soit le diffuseur ou le producteur va venir lui dire, à la fin, il faudrait qu'elle finisse par sourire, ou il y a une petite larme pour qu'on comprenne qu'elle décroche un petit peu, puis qu'elle n'est pas vraiment 100% en colère. Wow, ça, je trouve que c'est un bon exemple, parce qu'ils disent, sinon, ton personnage, on l'aimera pas. Les gens vont pas s'attacher à une femme aussi en colère. Je trouve ça vraiment désolant, moi, que ça change jamais. Là. Même moi, j'ai des exemples fréquents là, dans mon quotidien de voir... Puis la minute que tu hausses le ton, puis la minute que tu t'affirmes comme femme, ben là, tu deviens dérangeante. Ça, j'aime pas ça. Ben, c'est un gros débat de société. On peut la regarder où? On l'a presque réglé. C'est dans la section Véro du site tout.tv dès jeudi. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Super intéressant. Il n'a pas été trop déstabilisé. Il y avait trois chroniqueurs réguliers, on va se le dire, autour de la table. Oui, c'est ça. On est comme on est enfermés. C'est juste des corps qui changent. Ben, merci beaucoup. Bravo, Bianca. Et toi, on va écouter ça avec beaucoup d'intérêt. Merci. Réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est la nouvelle du jour, bien sûr. 2 membres militants du mouvement environnementaliste Last Generation et du collectif Antigone qui ont grimpé sur la structure du pont Jacques-Cartier ce matin en pleine heure de pointe. En fait, ils sont arrivés vers 5h, 5h30 et ça a duré jusqu'à 10-11 heures aisément. Et résultat, la ville a été carrément paralysée. L'accès vers Montréal, l'accès vers la rive sud, tout ça était très, très compliqué parce que le pont Jacques-Cartier a été fermé à la circulation. Alors, on peut se poser la question, un geste d'éclat comme celui-là, un geste de désobéissance civile, est-ce que ça peut nuire à une cause? Et la cause de ces militants-là, bien sûr, c'est leur opposition au pétrole. Alors, écrivez-nous dans notre messagerie texte 98985. Il y a déjà quelques commentaires. Alors, je suis curieux de vous lire là-dessus. Pour en discuter, Maude Goyer. Bonjour, Maude. Salut, Philippe. Et Jérémy Guillot. Bonjour, Jérémy. Salut, Philippe. Alors, Maude, c'est toi qui lance le bal. En fait, j'ai envie de répondre oui et non. Alors moi, j'ai un avis un peu nuancé dans le sens que je peux pas évidemment cautionner ce geste-là qui a été fait ce matin, qui embête plein d'automobilistes, là, on s'entend, puis en plus, c'est illégal. Donc, je suis pas d'accord avec ça. Par contre, si on prend un petit pas de recul, je pense que la jeunesse essaie de nous dire quelque chose. La jeunesse essaie de nous dire que parfois, puis je pense par exemple aux manifestants à McGill, les coups d'éclat peuvent faire avancer les choses, entre autres en braquant les projecteurs sur un sujet. Je dis pas que c'est nécessairement la bonne façon. Puis ce qu'on entend aussi de la part de ces jeunes-là, si je regarde d'un point de vue encore là global, c'est si on veut voir arriver quelque chose, si on veut voir se produire quelque chose, est-ce que c'est en s'adressant au pouvoir que ça fonctionne? Et je dis pas que c'est la bonne manière, mais j'entends le message et j'ai l'impression que ce genre de geste-là, entre autres pour la cause environnementale, on va l'avoir de plus en plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont écoper. C'est eux les donc on peut aussi les comprendre. Puis encore là, je dis pas que c'est une bonne chose. Je dis seulement je comprends, puis j'ai l'impression qu'on va avoir de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, je trouve qu'on braque les projecteurs, comme tu dis, sur la cause, mais pas de la bonne façon. Puis je me suis amusé. J'ai fait une revue de presse aujourd'hui, puis j'ai regardé les titres des articles qui sont sortis. Le pont Jacques-Cartier rouvert, le pont Jacques-Cartier bloqué, des accusations criminelles mais civiles sont possibles. Heure de pointe infernale dans le Grand Montréal. Les ponts bloqués pendant plus de 6 heures. Pour moi, il n'y a rien qui aide la cause là-dedans. Quand on fait des gestes de désobéissance civile, on doit avoir un après. Il doit avoir un plan de match. Il doit avoir une demande au gouvernement. Il doit avoir des appels à l'action. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est uniquement des gestes qui déstabilisent, qui font en sorte de faire suer des milliers de gens qui habitent sur la rive sud de Montréal et de paralyser. Il y a personne qui a une vague de soutien aujourd'hui à la cause environnementale. Puis la citation du jour, pour moi, c'est celle de Stephen Guilbeault. Stephen Guilbeault dit « J'apprécie la mobilisation de ce groupe en faveur de l'action climatique. J'invite à se pencher plus en avant sur notre bilan. En tant que militant, je préfère les méthodes de lutte qui permettent de garder la population de notre côté. » Il est là le point fondamental de ces mais Stephen Guilbeault, quand il était plus jeune, il en a fait des coups d'éclat. Il n'était pas grimpé sur la tour du CN, c'est ça? Mais en montant sur la tour du CN, t'empêches pas des milliers de personnes de traverser sur l'île de Montréal. Il n'a pas bloqué le trafic. Il a fait un coup d'éclat qui a fonctionné, mais il a gardé l'appui du public avec lui. Et c'est ça que les militants qui ont bloqué le pont en ce moment n'ont pas réussi à faire. Et si dans les prochains jours, il y avait quelque chose, une demande ou quelque chose qui allait émaner de ça? Parce que quand on pense, par exemple, au printemps érable en 2012, on le sait qu'il y a eu un mouvement fort. Au début, il n'y avait pas nécessairement l'appui du public, et finalement, il l'a eu. Et il y a eu ça a été devenu comme un genre de projet collectif, puis il y a eu un appui de la population important, puis ça a débouché sur quelque chose. Même chose pour les manifestations à McGill dont je parlais, c'est tout récent, les manifestations pro-palestiniennes. Dans les demandes, ils voulaient que les universités s'engagent à examiner les placements dans les entreprises de fabrication
fabrication d'armes. Et la direction a accordé ce point-là aux étudiants. Donc, parfois, et ça a été très contesté. Puis la police est débarquée, puis on peut être d'accord ou ne pas d'accord que les étudiants occupent un terrain d'une entreprise, de l'université. Mais ça reste que la jeunesse passe le changement. Et des fois, ça passe par des désobéissances civiles. Mais je répète, pas en nuisant à des milliers de travailleurs qui n'ont rien demandé, qui s'en vont chez eux. Puis je vais vous donner un exemple. Il y a 10 jours à Rouyn-Noranda, il y a Laure Varidel et plusieurs personnalités qui se sont couchées sur les rails du train devant la fonderie Horn. Donc, c'était une sorte de désobéissance quand même de se coucher là. C'était visuellement intéressant aussi pour les photos, pour faire parler de la cause. Ça n'a pas dérangé, un peu comme Céline Guilbeault, ça n'a pas dérangé comme la tour du CN. Je veux dire, c'est ça. Donc, ça ne dérange pas, c'est pas le pont. Mais je pense qu'il y a des gestes quand même, des fois. Tu sais, le printemps arabe, si on prend un pas de recul, on pourrait se dire, taper ses casseroles, là, ça l'a peut-être fait tuer bien des voisins au début, puis on n'était pas content, mais finalement... Le parallèle printemps érable, il est super intéressant. Taper sur des casseroles, bon, ça peut déranger quelque peu et certaines personnes, mais mes grands-parents sont allés marcher avec leurs casseroles. Il y avait un mouvement sans précédent. Là où on a commencé à débarquer du printemps érable, c'est quand il y a eu des saccages dans les bureaux de ministres. Le pont, il y avait une marche, oui. C'est là qu'on a commencé à débarquer. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ça nuit à une cause? C'est sûr que ça nuit à une cause. Dès qu'on commence à voir des débordements qui font en sorte qu'on voit des actes violents, des blocages de ponts, des activités qui vont faire en sorte que l'appui du public va s'éroder, on aide zéro la cause qu'on veut mettre de l'avant. Et là, moi je pense que je me considère jeune aussi. Pour moi, il n'y a rien d'attirant là-dedans. Beaucoup de commentaires dans notre messagerie texte. C'est un sujet qui évidemment qui suscite l'intérêt. Quelqu'un qui nous dit ce qui est ironique, c'est que les automobilistes pris en otage ont dépensé plus de pétrole que normalement, et c'est vrai. Quelqu'un d'autre nous dit si tu souhaites changer quelque chose dans la société, tu te présentes et tu te fais élire, tu ne prends pas la population en otage. Il y a quelqu'un qui est un peu dur là, qui dit s'il vous plaît à propos des personnes qui montent dans les structures et qui perturbent les gens, laissez-les là. Empêchez-les de redescendre. Ils vont y penser 2 fois avant de refaire le coup. Quelqu'un qui dit une protestation qui ne dérange personne est une protestation inutile. Quelqu'un qui dit il devrait même aller en prison, 2 imbéciles. Quelqu'un d'autre dit je trouve qu'il montre comment cette cause est perdue d'avance quand on doit faire des opérations d'éclat de ce genre, car rien ne marche. C'est décourageant. Ça n'a pas aidé la cause du tout. C'est intéressant le point de la personne qui dit que c'est inutile parce que j'attirerais l'attention sur la manifestation des enseignants pendant l'hiver dernier. Ça dérange les gens, ça fait en sorte que les enfants doivent rester à la maison, ils vont pas à l'école, mais c'était bien fait. Et ça l'a permis aux enseignants d'aller chercher ce qu'ils voulaient et aux Québécois d'appuyer les enseignants dans cette démarche-là. Donc, on en a des exemples de mouvements qui dérangent, mais qui ne perdent pas l'appui public. C'est possible de le faire en dérangeant puis en gardant l'appui. Mais on dirait que c'est plus facile de garder l'appui public quand le mouvement est plus large. Là, c'est 2 personnes qui décident un matin de dire « Hey, nous autres, on va aller régler ça. » Les chances que ça fonctionne sont très, très minces. Quand c'est un mouvement plus large, que ce soit le printemps érable, la grève des enseignants, là, on parle de milliers de personnes qui se mettent au service d'une cause. Souvenez-vous là, des barrières de parents autour des garderies à l'époque aussi. Ce sont des mouvements qui attirent une grande masse. Alors, c'est sûr que c'est meilleur pour faire porter le message. Là. Mais en même temps, c'est ça, ces mouvements-là dont tu parles, il y a ça a suscité l'empathie des gens. Donc, il y a le fait de vouloir faire parler d'une cause, mais là, on dirait que quand il y en a qui veulent pas susciter l'empathie du public, bien là, à ce moment-là, ils veulent faire juste parler d'eux, passer un message, mais le message passe très mal. Ce qu'il y a de positif dans ce qui est arrivé, moi, je vois quelque chose de positif, c'est une jeunesse qui prend position, qui veut pas rester neutre, puis des jeunes qui y croient, qui sont engagés, qui veulent faire bouger les choses. Après ça, on peut, oui, effectivement, se dire que là, bloquer le pont, c'était pas une bonne idée, mais j'aime voir une espèce d'élan, un peu de désobéissance, mais encore là, pas pour perturber les gens, mais je trouve pas ça inintéressant de voir qu'on a des jeunes qui se préoccupent. N'oublions pas que 2024 s'enligne, parlons-en de la crise climatique, s'enligne pour être l'année la plus chaude depuis 120 000 ans. On a un gros problème. On va atteindre le 1,5 selon les scientifiques l'année prochaine, en 2025. Ça va pas bien, puis on le voit par toutes sortes de manifestations. Donc, et on se souvient que l'accord de Paris a été signé en 2015, mais que font nos dirigeants? Donc, je pense que
la conversation peut aussi aller là parce qu'il faut aussi parler de la problématique puis qu'est-ce qu'on va faire. Oui, puis c'est vrai qu'on en parle moins qu'auparavant. Je me souviens quand Greta Thunberg était venue à Montréal, il y avait 300 000 personnes dans les rues, puis on parlait tous d'environnement. Aujourd'hui, là, on en parle beaucoup moins malgré des phénomènes météo de plus en plus inquiétants. C'est comme si on s'était un peu habitué. Puis c'est comme s'il y avait une réflexion sur les gens qui disaient qu'est-ce que je peux faire, moi, sur une base individuelle? Je peux rien faire pour lutter contre ça. C'est les géants du pétrole qui peuvent faire quelque chose. C'est pas moi. C'est là que le mouvement des jeunes est intéressant, moi, je trouve, parce que c'est comme s'il nous faisait un petit rappel, un petit réveil, un petit wake-up call, comme on dit en anglais. Je trouve ça inquiétant, moi. C'est drôle que tu trouves ça rassurant. Moi, je trouve ça inquiétant parce que ça veut dire que les jeunes ne veulent plus s'impliquer en politique. Avant, quand tu voulais changer les choses, tu te présentais en politique, tu allais changer les choses. Il y avait une espèce d'idéal où on disait, parfait, je vais m'impliquer. Et là, on ne sent plus que ça vaut la peine. Et encore, quand tu parlais du fait qu'on parle moins d'environnement, c'est vrai qu'on parle moins d'environnement. Sur la scène fédérale, en ce moment, le débat sur l'environnement, on l'inverse. C'est rendu que la taxe carbone pourrait être un enjeu électoral en faveur des conservateurs. L'année dernière, il y avait un sondage Abacus qui disait 76 % des Canadiens se disaient préoccupés par les changements climatiques. Là, on est rendu à 62 %. Les chiffres vont à la baisse. Et d'ailleurs, c'est ce qui me ramène au point initial. Ces coups d'éclat-là ne font pas en sorte que les gens vont augmenter leur appui à une cause. Ça va les diminuer, ça va fâcher les gens. Et là, les gens ont l'impression qu'on vient leur dire « t'as pas le droit de prendre ton auto, t'as pas le droit de prendre le pont, etc. » Mais un point intéressant dont tu apportes, c'est vrai qu'il faut se poser la question sur l'engagement politique des jeunes, mais par ailleurs, je me demande aussi si ces coups d'éclat-là ne servent pas à ce qu'on écoute les voix qui sont moins modérées. Donc, autrement dit, est-ce que les voix modérées vont être plus écoutées parce qu'il y a eu des positions radicales? Donc là, en ce moment, on est choqué par ce qui s'est passé, mais demain, après-demain, c'est des déclarations des gouvernements par rapport à l'environnement. Est-ce qu'on va être plus à l'écoute, plus en appui? Donc, ça suscite peut-être quelque chose. Moi, c'est ce que je me dis. Il y a un commentaire ici de quelqu'un qui me fait beaucoup réfléchir. Écoutez bien ça. Les gens sont plus fâchés par un pont fermé quelques heures que par la planète que l'on rend inhabitable. Bien, c'est ça. Puis, je rajouterais à ce point-là qu'il y a des scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental, donc le GIEC, là, sur l'évolution du climat. Il y a 40 % des scientifiques qui ont signé des pétitions ou des lettres appelant à des actions plus vigoureuses, puis 25 % d'entre eux, croient que l'urgence climatique justifie des gestes de désobéissance civile dans certaines conditions. Ça a été écrit en 2022. Donc, il y a des scientifiques, on peut se poser la question, est-ce que les scientifiques devraient avoir une implication plus émotive à la table? Est-ce qu'ils devraient être plus là à la table avec les décideurs? Bon, on le sait qu'au Québec, on a eu deux... On a quand même un grand militant écologiste, ministre de l'Environnement, ça n'a pas changé grand-chose. Effectivement. Puis on a deux scientifiques récemment aussi qui ont claqué la porte du comité sur les changements climatiques. Et on a la fonderie Horn. On a la fonderie Horn, c'est ça. On a de la misère. Hein. Quand ça vient toucher nos propres habitudes, là, c'est comme si ça marche pas. Puis ça me fait penser, David Saint-Jacques qui était à la radio en fin de semaine, il disait c'est beaucoup plus difficile de déménager sur Mars que de s'occuper de notre planète et en prendre soin. On a raison. C'est vrai qu'on parle d'environnement aujourd'hui, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, les militants ont atteint leur objectif. Non, je penserais pas. Puis il y a Mireille de la Prairie qui nous dit, moi, j'ai manqué un rendez-vous important. Fallait faire la relève d'un employé qui a travaillé 12 heures de temps et qui doit attendre l'arrivée de sa relève, qui est en retard à cause de caves qui s'étendent sur la structure d'un pont. Rien n'est assez valable pour se comporter comme ça. Elle suggère une peine de prison minimale de 15 ans. Ça m'apparaît beaucoup, mais ça donne une idée quand même de l'écœurement que le geste a suscité chez plusieurs personnes. Mais ça nous rappelle aussi à quel point ce sont souvent les citoyens qui font les gestes aussi pour contrer la crise climatique et pas tant les entreprises et les décideurs. Puis l'écœur en tête des jeunes vient de là aussi. Mais ça, au Québec, il y a quand même des avancées. On a quand même passé un projet de loi, une loi pour dire que c'est mettre fin à l'exploitation de toute ressource pétrolière ou gaz naturel. Il y a des avancées. On n'est pas au même. C'est pas vrai qu'on n'est pas au même point que 15 ans. C'est clair. C'est clair. Ça n'avance pas assez vite. Non. Mais en même temps, c'est compliqué à gérer tout ça. Là, quand on ferme, tu peux pas dire, OK, parfait, on ferme tout ce qui est sable bitumineux en Alberta puis penser qu'il n'y aura pas de révolte civile après ça. Tout à fait.